Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'être venu si matinal pour assister, pardon, c'est le matin pour moi aussi, pour assister à cette réunion d'information. J'aimerais ajouter que, quelles que soient les raisons qui vous ont amené ici ce matin, et je sais qu'elles peuvent être nombreuses, que ce soit parce que vous connaissez déjà un petit peu notre mouvement, ou vous soutenez nos actions, ou simplement par curiosité, je ne sais pas. Quelle que soit cette raison, sachez qu'elle est bonne. Parce que nous ne sommes pas ici pour nous juger ou nous observer, non. Ce que j'aimerais avant tout, c'est que vous voyez cette réunion comme un moment privilégié que l'on va partager ensemble. Un moment où l'on va réfléchir, se questionner sur des choses qui nous importent, qui nous sont chères, je pense à tous. Et peut-être en essayant de mettre de côté tous ces petits tracas quotidiens qui nous encombrent un peu l'esprit et qui nous empêchent d'être à l'écoute, ou tous ces préjugés, ou ces barrières. Vous voyez ces barrières que l'on se construit et qui sont nécessaires dans cette époque, mais dans lesquelles parfois on se sent un petit peu à l'étroit, n'est-ce pas? Et on aimerait pouvoir les écarter, ces barrières, parce qu'on sent qu'elles nous empêchent d'être réellement nous-mêmes. Alors, toutes ces barrières, tous ces préjugés, on va les laisser dehors? Au vestiaire. Ne vous inquiétez pas, on vous les rendra à la sortie. Excusez-moi. Et peut-être avant de vous parler de notre message, j'aimerais vous parler un petit peu de moi. Rassurez-vous, je ne vais pas faire ici de longs déballages intimistes, ce n'est pas le lieu. Mais c'est parce que quand je vous vois tous en face de moi, quand je vois vos sourires, quand je vois cette sympathie que vous dégagez, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler le moment où j'étais moi-même à votre place. Et c'est un moment que je conserve en moi comme quelque chose de précieux. Et j'aimerais, dans la mesure de mes possibilités, bien sûr, que ce soit le cas pour vous aujourd'hui. Pour moi, d'ailleurs, c'était dans des séquences à peu près similaires à celle-ci. On est un petit peu moins nombreux, hein, je pense, oui. Et j'accompagnais un ami, je ne savais pas très bien où j'allais, et j'étais au milieu de tous ces gens, je ne connaissais personne, j'étais fort gêné, en fait, d'être là. Mais petit à petit, tout au long des 80 minutes qu'a duré la conférence, j'ai senti la gêne que j'avais se dissiper pour laisser de la place à de la sympathie, à de l'empathie au sens étymologique du terme, oui. Comme si j'entrais en empathie avec l'assemblée qui était autour de moi. Oui, moi, personnellement, j'ai envie de dire que je me souviens aussi de ma toute première réunion de groupe. Et j'avais un trac épouvantable. Et donc, je comprends que... Oui. Pour moi, ça a été comme un révélateur, en fait. J'aime bien le mot révélateur, je trouve qu'il est assez juste. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui font un peu de photographie, non? Oh, ce n'est pas grave. Le révélateur, c'est en fait ce produit dans lequel on trempe le papier photo encore vierge, et petit à petit, l'image apparaît. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour moi. Comme si toutes mes angoisses, toutes mes craintes, tous mes espoirs également prenaient une place pour donner une image. L'image de ce que j'étais et de ce que j'aspirais à devenir. Et dès lors, tout était plus simple pour moi.
Parce que j'arrivais à faire la distinction entre ce qui est primordial et ce qui est accessoire. Bien sûr, il faut vous dire, à cette époque-là, j'avais une vingtaine d'années, donc j'étais dans le flou de cet âge-là, je ne savais pas très bien que faire de mon énergie, et Dieu sait si on en a à 20 ans. Enfin, pour tout vous dire, moi, mes parents avaient 20 ans en 68, et j'ai été élevé dans les valeurs de cette époque, dans ce climat de paix, d'amour, et ce sont des valeurs qui sont chères pour moi, auxquelles je tiens. Mais plus j'avançais dans la société, plus je m'y confrontais, et moins je les retrouvais, ces valeurs. Au contraire, qu'est-ce que je voyais autour de moi? De l'égoïsme, de la mesquinerie, une société toujours en quête de profit, d'argent. Et même mes parents, je les ai vus changer, être plus soucieux de payer les traites de leur nouvelle voiture plutôt que d'écouter leurs réels désirs. Et moi, dès lors, c'est bien simple, je ne voulais pas, et je ne veux toujours pas, mettre mon énergie vitale au service de la mesquinerie, au service de l'égoïsme, au service du profit. Mais qu'est-ce qu'on nous laissait comme autre possibilité? Rien. Rien. Mais c'est bien ça, moi, dès lors, je préférais ne pas m'occuper de cette société. J'étais comme un touriste. Vous voyez ces gens qui débarquent quelque part et qui regardent autour d'eux, mais qui ne participent pas. Voilà ce que j'étais. Un touriste de l'existence. Oui, moi, personnellement, lorsque Renaud parle de touriste de l'existence, eh bien, j'ai envie de dire que ce qui me préoccupe aujourd'hui, ce sont les jeunes. Oui, il faut dire, je suis dans un métier où je suis constamment en contact avec des jeunes, et je remarque vraiment combien cette errance, finalement, fait partie de leur vie quotidienne. Et ça parce qu'ils sont perdus dans une société qui ne leur offre plus de valeurs, de repères. Je crois qu'il faut qu'on se rende compte que nous sommes dans une société où l'avoir a plus d'importance que l'être. Vous savez, souvent on a des petites discussions avec nos petits jeunes, et quand je leur pose la toute simple question de savoir « Mais qu'est-ce qui est important pour toi? Quel est ton but dans ta vie ?» Oui, mais... Eh bien, ils ne savent pas me répondre. Ils ne savent pas me répondre. Alors, ils me disent aussi parfois, mais Caroline, même pour se distraire, même se passionner pour un hobby, eh bien, on ne peut pas le faire parce que ça coûte cher. Alors, pour peu que les familles n'aient pas d'argent. Alors, voilà ce que notre société leur propose. Vous savez, je pense que je ne fais pas un raccourci rapide en parlant des dérives que cela entraîne. Et je pense à la drogue. Et je pense au suicide. Avez-vous conscience qu'en Belgique, le deuxième taux de mortalité dans la tranche des jeunes de 15 à 25 ans, c'est le suicide? Alors, je pense qu'il faut y réfléchir. Moi, ça m'effraie. Non, parce que je me dis, mais une société qui se soucie si peu de son capital le plus cher, enfin sa jeunesse, mais c'est une société qui ne se soucie pas de son avenir. Tiens, ça me fait penser à une petite phrase que je lisais dernièrement d'un philosophe italien. J'ai oublié son nom, ça n'a pas d'importance. Cette phrase disait en fait, en parlant de la société, nous sommes dans un train sans conducteur, lancé à toute vitesse vers le précipice, mais personne ne s'en soucie parce que le contrôleur est trop occupé à racketter les voyageurs. Et je trouve que la métaphore est assez juste. Nous sommes dans une société tellement omnubilée par l'argent qu'on en oublie ce qui est essentiel. Et pourtant, est-ce que nous ne désirons pas tous la même chose? Est-ce que vous ne désirez pas tous d'une société plus juste, plus respectueuse, plus authentique? Oui.
moi, personnellement, lorsque tu parles de société plus authentique, j'ai toujours envie de raconter ce rêve que je faisais quand j'étais petite. Je sais, cela peut paraître tout à fait naïf, mais finalement, est-ce que nous n'avons pas tous fait des rêves d'enfants où nous rêvions d'un monde meilleur? Vous savez, je pense que si j'ai toujours ce désir de raconter ce rêve à chaque réunion, c'est parce que dans le fond de mon cœur, dans le fond de moi, eh bien, je n'ai jamais su réellement m'en détacher. En fait, c'était au moment où mon papa allait me border dans le lit le soir, me faire un dernier bisou. Et vous savez, vous êtes dans cette période du sommeil où vous êtes presque endormi, mais pas encore tout à fait. Des images plus fortes les unes que les autres apparaissent. Vos pensées se mélangent, elles se confondent. Elles sont frivoles, finalement. Oui. Et à un moment donné, vous vous concentrez sur une chose plus forte, sur une image plus forte que les autres. Et cette image, c'était que tous les êtres humains de la Terre se seraient donné les mains et on aurait formé une grande chaîne, tous ensemble, tout autour de la Terre. Et puis on se serait serrés dans les bras l'un de l'autre. Vous savez, cette sensation qu'on a quand on serre quelqu'un qu'on aime dans ses bras, cette sensation de bien-être. Oui, de bien-être. De bien-être. Eh bien, moi, personnellement, je la découvre tous les jours, cette sensation, dans le mouvement dans lequel je suis. Et vous savez, mon plus grand souci aujourd'hui est de pouvoir un jour trouver les mots pour que vous la compreniez, cette sensation. Car nous la méritons tous. Nous la méritons tous. Et j'ai envie de poser une question. Qui est heureux? Qui est heureux? Qui est heureux? Pourtant, j'ai envie de dire, est-ce que nous n'avons pas tout pour être heureux? Attention, ici, je ne vais pas faire un discours démagogique en disant que nous vivons dans le meilleur des mondes, ce n'est pas ça que je dis. Mais quand je vois les progrès que nous faisons, quand je vois les avancées de la technologie, de la médecine, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire... Ça me fait penser à une chanson de Jacques Brel que j'ai écoutée hier, Jaurès. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson. Non, enfin, Jacques Brel exprime dans cette chanson, avec toute la poésie et la violence qu'on lui connaît, bien sûr, la vie de nos grands-parents. Et cette chanson dit... Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes, 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Rassurez-vous, je ne vais pas vous la chanter en entier. Je suis un piètre chanteur. Aussi. Enfin, trêve de plaisanterie. Tout ça pour dire que ces braves gens, s'ils vivaient aujourd'hui, s'ils voyaient qu'il suffit d'appuyer sur un interrupteur pour avoir de la lumière ou de tourner un bouton pour avoir du chauffage, mais ils se diraient sans doute, mais quelle époque merveilleuse! Quelle époque merveilleuse! Et pourtant, quand je regarde autour de moi, ce n'est pas ça que je vois. Je ne vois pas des gens émerveillés par leur époque. Non. Je vois des gens déprimés, désabusés, tristes. Et je les comprends. Parce que faisons-nous de toutes ces avancées? Au service de quoi les mettons-nous? Eh bien, encore une fois, au service du profit, de l'argent. Et dès lors, nous créons une société d'envieux et une société d'enviés. Mais où cela peut-il nous conduire? Attendez, je ne vais pas faire ici un discours pessimiste en disant que rien ne va plus, hein, ce n'est pas ça. Parce que d'ailleurs, si l'on est attentif, on peut voir qu'il y a des messages d'espoir, des gens éveillés. Et c'est une des choses remarquables que j'ai rencontrées dans le mouvement. Rencontrer des gens qui pensaient différemment,
qui pensent qu'on peut faire mieux, ensemble. Et ça, je l'ai très bien compris en lisant le premier message de Raël, où il m'explique que je n'ai pas à me soucier de ce qu'on pense. Et c'est ce qui m'a permis de ne pas me laisser envahir par le bof. Vous voyez le bof, qu'est-ce que je suis, moi? Bof, qu'est-ce que je peux faire tout seul? Bof, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Eh bien, je ne me soucie pas de ce qu'on va penser de moi. Je n'ai pas à me soucier de ceux qui pensent petit, de ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et de leur, croyez-moi, tout est plus simple. Car nous pouvons rire alors de nos petites mesquineries, de nos angoisses, car on sait qu'elles sont toutes petites. Moi, personnellement, j'ai envie de dire que moi aussi, je peux rire de mes angoisses. Vous savez, quand j'étais jeune, enfin, je ne suis pas si vieille, quand j'étais plus jeune, on va dire, eh bien, j'étais agressive avec mon entourage. Et aujourd'hui, je comprends. Vous savez, quand vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, quand vous vous posez des tas de questions et que vous n'avez jamais de réponse à ces questions, eh bien, je comprends que l'on soit agressif. Et vous savez, à cette époque, j'avais vraiment besoin d'une écoute, mais que je ne trouvais pas. Je me souviens, c'est plus ou moins à ce moment-là que j'ai rencontré Renaud. Et j'ai senti chez Renaud cette écoute dont j'avais besoin. Cette formidable écoute dont nous avons tous besoin. Et Renaud m'a laissé m'exprimer. D'ailleurs, oui, ça me fait penser à la première soirée que nous avons passée ensemble. Moi, jusqu'à 3-4 heures du matin, j'ai pas arrêté. Enfin. Mais par la suite, Renaud m'a fait lire le premier message de Raël. Alors, vous dire que ce livre répondait à toutes mes questions, à toutes mes angoisses, ce serait faux, non, bien sûr. Mais en tout cas, voilà quelqu'un qui osait me poser les questions que jusqu'alors je ne m'étais jamais posées. Les questions qui étaient essentielles pour moi et pour ma vie. Comme par exemple, est-ce que j'étais prête à suivre le modèle que mes parents m'avaient imposé? Vous savez, ça n'a pas toujours été facile avec mes parents. Ils n'ont pas tout de suite accepté le choix que j'ai fait. Mais je pense que c'est quand ils ont vu ce sourire qu'il y a chaque jour sur mon visage et ce bonheur qu'il y a en moi qu'ils ont respecté le choix que j'ai fait pour la vie. Bien sûr, je t'en prie. C'est parce que j'ai toujours peur de faire un petit peu trop long, alors ce que je voulais juste ajouter, c'est que aujourd'hui, eh bien, je suis bien dans ma peau. Oui, mais c'est très important. Vous savez, je n'ai pas honte de le dire, mais avant, franchement, j'étais coincée. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une harmonie avec moi-même, avec mon corps. Et ça, c'est la méditation sensuelle que propose notre livre. Enfin, c'est tout bête, mais par exemple, faire l'amour. Mais vraiment, hein, faire l'amour. Je veux dire pas qu'on nous le propose dans les magazines ou dans les publicités, non, faire l'amour. Enfin, moi, je suis toujours... As-tu déjà regardé un corps nu? Mais vraiment, hein, le regarder. Mais ne sois pas gêné. Enfin, moi, je suis toujours éblouie par cette formidable chose. Hein? Moi aussi. Non, entendons-nous bien. Pas uniquement par la sensualité, surtout par la complexité de notre corps. Enfin, rendez-vous compte, nous sommes composés de milliards de cellules. Et chacune d'entre elles a sa juste place et sa juste fonction. C'est formidable, non?
C'est pour ça, quand on essaye de me faire croire que cette machine incroyable serait le fruit du hasard ou d'une série de chances ou de malchance, mais je ne peux pas le comprendre. Et ça, c'est une des choses que nous explique Raël. Il ne nous demande pas de croire ou de ne pas croire. Il nous demande de comprendre. Comprendre la vérité sur l'origine de l'homme. En fait, nous sommes le fruit d'une création. Attention, pas d'une création divine d'un Dieu à barbe blanche dans les nuages, non. Nous avons été créés par des êtres vivants, vivant sur une autre planète. Les Elohim. Et Raël a eu l'honneur d'être contacté par nos pères créateurs. Mais peut-être, pour mieux vous aider à vous rendre compte de l'importance de cette rencontre, nous allons vous montrer des diapositives. Tu peux aller. Parfois un peu faire gymnastique. Vous voyez donc très bien Raël sur le lieu de la rencontre. Et certains d'entre vous connaissent peut-être l'endroit, c'est en Auvergne, en France, pas très loin d'ici. Et d'ailleurs, il y a une flèche noire sur la diapositive qui indique l'endroit où le vaisseau s'est posé. Vous voyez non, madame, ça ne sert à rien de chercher le vaisseau. La photo a été prise après la rencontre. La flèche a été ajoutée. Mais ne vous inquiétez pas, car si Raël n'avait pas d'appareil photographique lors de cette rencontre, il nous a fait des illustrations pour nous aider à comprendre. Tu peux peut-être montrer l'illustration de Raël de la rencontre? Je dis toujours, Raël n'est pas Raphaël. Je serais pas content. Excusez-moi. Enfin, malgré tout, chaque fois quand je vois ces illustrations, je suis touché, peut-être justement par leur simplicité, de vouloir nous expliquer les choses sans fioriture, comme elles sont. D'ailleurs, si vous observez bien, il y a peut-être quelque chose qui vous frappe comme ça de prime abord. Je ne sais pas. Non, pas l'auréole, ça c'est un scaphandre comme nos cosmonautes en portent. Autre chose. En fait, vous voyez que l'Elohim a une apparence fort similaire à la nôtre. Il est juste un petit peu plus petit. Oui. Enfin, nous sommes bien loin de ces histoires d'extraterrestres, de verts avec d'hyper-dieux. Non, ce n'est pas ça ici. Et donc, l'Elohim a emmené Raël dans son vaisseau pour lui expliquer la vérité. Il décrit d'ailleurs le vaisseau sur la diapositive suivante. C'est un petit peu technique comme dessin, je m'en rends compte. C'est pas grave, je vais vous expliquer tout ça. En fait, les Elohim sont un peuple qui a plusieurs milliers d'années d'avance sur nous, en tout domaine, que ce soit social, médicinal, technologique. Et il y a plus ou moins 20 000 ans, ils se sont lancés dans l'aventure de la génétique. Et petit à petit, grâce à une maîtrise de plus en plus parfaite de la biochimie cellulaire, de l'ADN, ils ont découvert le secret de la vie. Et ils ont réussi à produire la vie en laboratoire. Et cela, nous sommes capables de le comprendre à l'heure actuelle, car nous-mêmes, nous nous lançons dans l'aventure de la génétique. Oui, je pense à Dolly, la brebis. Bien sûr, bien sûr. Et ce n'est qu'un début, enfin nous sommes au balbutiement, mais imaginez-vous dans 20 000 ans, où serons-nous dans 20 000 ans? Quel progrès aurons-nous fait? Parce que pour eux non plus, ça ne s'est pas fait en un jour. Ils ont d'abord créé des organismes simples, unicellulaires, puis des végétaux, des animaux, et enfin, un être à leur image, l'homme. Et ils ont voulu poursuivre l'expérience jusqu'au bout. Alors ils ont cherché une planète sur laquelle leurs fruits, leur création pourraient s'épanouir librement, sans avoir toujours ces pères créateurs à côté d'eux. Et ils l'ont trouvé, leur planète.
c'est la nôtre, la terre. Ils nous ont déposés sur la terre afin que nous choisissions librement de notre destinée. Exactement comme un père de famille fait avec ses propres enfants. Il leur laisse un jour ouvrir leurs ailes et choisir leur destinée. Eh bien, c'est ça qu'ils ont fait avec nous. Bien sûr, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils nous ont abandonnés, car ils nous suivent notre parcours tout au long de notre vie, et ils nous aident. Ils nous laissent des traces. Et quelles sont-elles, ces traces, vous dites-vous? Eh bien, ce sont les grands livres qui relatent l'histoire de l'humanité. La Bible, la Kabbale, le Coran, le livre des morts au Tibet. Tous ces livres nous éclairent sur notre histoire. Tu peux peut-être passer à la diapositive. Oui. Voilà, ici vous voyez Moïse recevoir les 10 commandements par l'un de nos pères créateurs. Vous savez, la Bible, la Kabbale, le Coran ne sont pas que des histoires fantastiques, c'est notre histoire. Et c'est à nous de les comprendre à leur juste valeur, sans les mystifier. On nous pousse au mysticisme. Vous savez, un exemple parmi tant d'autres, Elohim, en hébreu, signifie ceux qui sont venus du ciel. Et ça a été injustement traduit par Dieu, celui qui est venu du ciel. Or, vous conviendrez avec moi que par une simple règle orthographique, si effectivement ça avait été celui qui est venu du ciel, eh bien il aurait été écrit Eloah et non pas Elohim. Oui, c'est tous des petits exemples comme ça qui, tout à coup, montrent la véracité. Peut-être je peux lire un petit extrait dans... Un petit alors, parce que oui, nous avons... d'accord. Au commencement, Elohim créèrent les cieux et la terre. Elohim dirent que la terre fasse sortir des animaux vivants selon leur espèce, bestiaux, reptiles, bêtes sauvages. Elohim dirent, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'ils aient autorité sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur toutes les bêtes sauvages et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je vois que vous le constatez comme moi, tout d'un coup, les choses sont beaucoup plus claires. Quand on arrête d'être dans le mysticisme. D'ailleurs, peut-être, nous allons arrêter sur cette clarté soudaine, car le temps qui nous est imparti est terminé, mais je ne voudrais pas vous laisser à l'abandon comme ça. Donc, sachez que le message, bien sûr, est beaucoup plus complexe et difficile à résumer en une demi-heure, car ce serait le trahir, je pense. Donc, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées sur notre petit cahier, oui, et nous vous contacterons très bientôt. Notamment pour le stage de méditation sensuelle, je peux peut-être en dire deux mots. Tu fais bien, oui, qui se passe en mars, n'hésitez pas, voilà, et nous vous contacterons. C'est Caroline qui l'a noté.